Ceci est donc une vidéo d'aide pour l'exercice 4 du TD7 de Thermo. Alors j'ai pas la feuille imprimée du TD donc je peux pas vous montrer sur la feuille. Je vais juste vous montrer du coup la partie réponse aux questions et puis vous suivez sur votre feuille de TD. Alors dans cet exo, on considère un gramme d'eau qui est au départ dans l'état A. Ce gramme d'eau subit une transformation isotherme et termine dans l'état B. Dans les données, vous avez pas mal d'infos sur lesquelles on reviendra au fur et à mesure des questions. Alors déjà, notre système, alors je sais qu'on ne le fait pas forcément dans tous les exos, c'est pas bien, il faudrait le faire normalement. On définit son système, le système c'est 1 gramme d'eau. Et c'est ce gramme d'eau qui subit la transformation. Première question, quel est l'état physique de l'eau dans l'état A? Alors pour ça, on va faire exactement le même raisonnement que dans l'exercice 3. Donc là, c'est pas écrit parce qu'on suppose que comme vous avez fait l'exo 3, c'est bon, vous avez compris que c'était ça la méthode. Donc pour les prochains exos, en fait, c'est à vous de faire de vous-même la méthode de l'exo 3. C'est-à-dire que vous faites une hypothèse. L'hypothèse que vous faites, c'est que toute l'eau, c'est-à-dire sigma en fait, est sous forme vapeur. Vous calculez la pression en faisant comme si c'était un gaz parfait. D'ailleurs, c'est marqué dans l'énoncé, la vapeur d'eau se comporte comme un gaz parfait, donc PV égale nRT. Vous faites votre application numérique et vous comparez cette valeur avec la pression de vapeur saturante qui est dans l'énoncé. Vous allez voir que vous allez obtenir une pression qui va être inférieure à la pression de vapeur saturante dans ce cas-là. Donc, tout va bien. On a fait l'hypothèse que c'est sous forme de gaz. On obtient une pression qui est bien inférieure à la pression de vapeur saturante. Donc, c'est bon, tout est sous forme de gaz uniquement. À l'état A, on sera sur de la vapeur, en fait, du coup, sèche. Question 2, est-ce qu'il y a de l'eau liquide dans l'état B? Donc en fait, ça revient à poser la même question. On fait le même raisonnement, une hypothèse, toute l'eau sous forme de vapeur, on calcule la pression avec PV égale nRT et on vérifie par rapport à Psat. Et dans ce cas-là, on a une pression de vapeur saturante qui est plus grande que Psat. Donc ça va pas, donc ça veut dire que notre hypothèse n'était pas valable, cette pression calculée n'est pas bonne, et il y a de l'eau liquide à l'état B. Et donc sur l'état B, on est sur un mélange liquide-vapeur avec une pression qui est égale à la pression de vapeur saturante. Question 3. Sur une allure de diagramme pression-volume massique, représentez la courbe de saturation. Donc pression, volume massique, on fait des allures, hein, on s'embête pas à faire des choses trop précises. Enfin, vous avez quand même le droit de prendre une règle pour faire ça proprement. La courbe de saturation, c'est l'espèce de cloche qui ressemble à ça, qui comprend les deux parties courbe de rosée et courbe d'ébullition. Donc ça c'est la courbe de saturation qui délimite les trois domaines où il n'y a que du liquide, un mélange liquide-vapeur et que de la vapeur. Représenter une isotherme telle que la température est inférieure à la température critique. Donc les isothermes, c'est toutes les isothermes d'Andros qui sont expliquées dans le cours. Donc si c'était l'isotherme critique, ce serait hop, celle qui passe pile poil sur le point critique, ça ce serait T est égal à Tc. C'est pas ce qui est demandé, hein, je vous le mets juste comme exemple. Si on nous demandait au-dessus, bah, ce serait une espèce d'hyperbole en gros au-dessus, ça ce serait la température supérieure à Tc. Et nous, ce qu'on nous demande, en fait c'était ça la réponse attendue, c'est une isotherme en dessous. Et une isotherme en dessous, il y a une espèce d'hyperbole au début, ensuite c'est tout plat. D'accord, la pression ne varie pas lors du changement d'état, et ensuite ça diminue. Donc ça c'est T inférieur à Tc. Donc ça c'était vraiment ce qui était demandé. Et représenter l'allure de la transformation réalisée, bah, au départ on était sous forme de gaz uniquement, donc sur de la vapeur sèche, c'est notre point A, il est quelque part par là, alors où, j'en sais rien, je le mets à peu près au hasard. On subit une isotherme, c'est-à-dire qu'on monte le long de notre isotherme ici, et hop, on se déplace ici pour arriver au point B où il y a de l'eau liquide, on est sur un mélange, mais alors où est-ce qu'on est? Je sais pas, mais on est quelque part en fait sous la cloche. Donc voilà, une allure de la transformation entre A et B. Question 4, il va falloir utiliser le théorème des moments pour déterminer le titre massique en phase liquide à l'état B, c'est-à-dire savoir en fait si on est plus ou moins sur la gauche ou sur la droite. Plus on va être sur la gauche, plus on va être proche du liquide, donc plus le titre en phase liquide sera grand. Alors dans le cours, la formule que vous avez c'est XVAP,
Donc deux possibilités, soit vous calculez xvap avec la formule du cours, que je recopie. D'ailleurs justement je me suis trompée, donc V moins V liquide sur V vap moins V liquide. Soit vous faites ça, et ensuite vous direz que xliq c'est égal à 1 moins xvap. Soit vous calculez directement xliq en remplaçant dans la formule, donc ce sera V moins V vap sur V liq moins V vap. En fait, il faut intervertir tous les liquides et vapeurs. Bon, on fait comme ça, là je fais avec l'exemple de la formule du cours pour éviter de vous perdre. Donc il va falloir calculer ça avec le théorème des moments. Dans l'énoncé, on nous dit que le volume de liquide est négligeable par rapport au volume de gaz. Donc en fait, on va vachement simplifier notre truc puisque ça, c'est négligeable par rapport à ça, et ça, c'est négligeable par rapport à ça. On se retrouve avec juste V sur Vvap. Il va falloir calculer ces deux volumes massiques. Le premier volume massique, le V, c'est le volume massique du système, donc de 1 g de liquide, d'eau, 1 g d'eau, à l'état B. Donc c'est le volume sur la masse totale. Le volume, c'est donné dans l'énoncé, c'est 0,01 m3. Et la masse, c'est 1 g, donc 1 10-3. Ce qui nous fait 10 m3 par kilogramme. Ça, c'est le volume massique au point B. Le volume massique de la vapeur, de la phase vapeur, le volume massique de la vapeur, hop, ce serait en fait le volume massique du point qui n'est pas dessiné sur le diagramme, mais qui serait là en fait. Ça c'est V, et ça c'est L. Donc le volume massique de la vapeur, c'est le volume de vapeur sur la masse de vapeur. Alors a priori, on ne peut pas le calculer comme ça du premier coup, donc on va modifier un peu notre équation. C'est la masse de vapeur fois le volume de vapeur, on va utiliser PV égale nRT. Donc la quantité de matière de vapeur fois R fois T sur la pression de la vapeur, c'est-à-dire la pression de vapeur saturante. Quand on est au point V, là on est sur la pression de vapeur saturante. Ça c'est Psat. Et puis après on simplifie un petit peu, donc 1 sur mv fois donc la masse de vapeur RT sur Psat fois grand M. J'ai remplacé la quantité de matière par petit m sur grand M. On simplifie les masses, on se retrouve avec RT sur Psat fois grand M. Je vous laisse faire l'application numérique à votre calculatrice, vous allez obtenir 37,5 m3 par kilogramme. Vous remplacez donc ces deux grandeurs dans votre expression là de xvap, vous allez obtenir xvap qui va valoir 0,27, et donc xliq qui vaut 1 moins ça, c'est-à-dire 0,73. Donc vous êtes capable de dire qu'en fait votre point B finalement il est quand même un petit peu plus proche du liquide, il est plutôt 3/4 à peu près là, vers le L que vers le V. D'accord, mais c'était pas demandé. Voilà pour ça.